Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation et de l'organisation de ces deux journées sur les femmes et les féminismes. Il y en a plus maintenant, mais ça reste heureux. Alors avant de commencer à vous parler d'une des places que les femmes, les féminismes, et donc d'interroger moins le patriarcat dans l'universel, je voudrais un peu réfléchir à ce titre de la table ronde, le patriarcat universel. Moi, l'impression que j'ai eue quand j'ai vu le titre de la table ronde, parce que vous savez, on propose un sujet, puis on se retrouve dans une table ronde, on regarde le titre, et on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec le titre de cette table ronde? Et l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, il s'agit de ne pas poser une question qui fâcherait plus, en fait, qui diviserait, qui est celle de savoir s'il y a un féminisme universel. Pourquoi ça fâcherait? Parce que les deux mots, féminisme et universel, depuis quelques années, une grosse décennie, sont accolés et sont, je dirais, même captés, en fait, par un courant du féminisme qui s'oppose à d'autres courants du féminisme. Et donc, autant, bon, patriarcat universel, ça ne va pas diviser, mais si je vous dis féminisme universaliste, ou féminisme universel, il est possible qu'on s'engueule, même dans cette assemblée, avec donc un conflit qui oppose des féministes qui se disent universelles ou universalistes et d'autres qui se disent ou sont dites intersectionnelles ou décoloniales. Et c'est vraiment quelque chose qui structure de nos jours le féminisme, qui le divise avec des bonnes grosses bagarres, ce qui ne sont pas surprenantes. Toute personne qui fait l'histoire du féminisme sait que le féminisme s'est toujours bien engueulé et que finalement le conflit, ça fait partie de la démocratie. À partir du moment où c'est réglé de façon cordiale, il n'y a pas à s'inquiéter. L'absence de conflit est plus inquiétant que la réalité du conflit. Mais de quoi on parle quand on dit universel, que ce soit le patriarcat ou le féminisme? Alors, au début, universel, c'est une belle idée. Sur papier, c'est un idéal. C'est une très belle idée. D'ailleurs, c'est plutôt accolé à des valeurs positives, notamment les droits. Ça tombe bien, nous sommes à la Ligue des droits de l'homme. Les droits universels. Donc, c'est l'idée que tous les êtres humains, hommes et femmes, sont dotés de droits, quel que soit leur sexe, leur origine, leur fortune, leur couleur de peau, le pays où ils naissent, etc. Le problème, et nous le savons tous, ce n'est pas parce que tous les êtres humains sont dotés des mêmes droits qu'ils sont égaux dans l'accès à ces droits. Et donc, en fait, la difficulté quand on parle d'universel, c'est qu'il faut faire attention à ce que cela ne masque pas le fait qu'il y a, derrière une possible universalité des droits, une réelle inégalité sociale de genre et de race face à ces droits. Et donc, on le voit d'ailleurs dans l'utilisation du terme universel. Le terme universel, dès le début, n'est pas vraiment appliqué à une réalité universelle. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 1789, universelle, oui, mais enfin, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et on maintient l'esclavage. Bon. S'agissant des femmes, elles étaient dans un certain nombre de droits, mais exclues d'autres, qui a bien obligé Olympe de Gouges à rédiger sa Déclaration universelle des droits de la femme, ce qui tend à montrer qu'elle n'était pas complètement comprise dans l'universel. Même chose pour ce qu'on appelait les libres de couleur, c'est-à-dire les affranchis, les gens de couleur noire de peau, mais sans statut d'esclave dans les colonies, ils n'ont pas eu de droits au début. Ils étaient privés d'un certain nombre de droits politiques et sociaux. Donc dès le départ, l'universel est quand même pour partie un écran de fumée. Autre exemple, on se vante en 1848 de proclamer le suffrage universel. Alors, il est unisexuel, puisque toutes les femmes sont exclues du droit de vote en 1848. Jeanne de Rouen, dont je vous reparlerai tout à l'heure, disait d'ailleurs suffrage universel masculin, pour bien distinguer les deux. Donc, les féministes, il y a des féministes qu'on a pu appeler universelles ou universalistes au XIXe siècle, mais pas dans le sens qui est le nôtre aujourd'hui. Les féministes que l'on appelait universelles ou le féminisme universel ou universaliste au XIXe siècle, c'était des féministes qui se battaient pour les droits des femmes et, entre autres, et en premier à ce moment-là, le droit de vote, en ayant comme argument, nous devons avoir des droits parce que nous sommes des hommes comme les autres. Donc nous devons avoir des droits comme hommes, c'est-à-dire comme êtres humains. Et on les oppose à celles que l'on appelle les féministes dites différentialistes, dont les arguments étaient
nous devons avoir des femmes parce que femmes. Nous devons en gros avoir des droits parce que nous avons un utérus et donc que nous pouvons être mères que nous pouvons être mères. Et c'est la grosse opposition, hein, ce qui se traduit dans les arguments utilisés. Les suffragettes vont pouvoir utiliser des arguments de type différentialiste en arguant du fait que les femmes devraient voter parce qu'elles vont voter plus pour la paix, ou qu'elles vont être plus sensibles à la famille, ou qu'elles vont être plus sensibles aux affaires sociales. Donc en fait, une façon d'enfermer aussi les femmes dans leur essentialisation, le care, la douceur, etc. Alors que les universalistes, c'est rien à foutre, on est des hommes comme les autres, on est des humains, on a le droit d'avoir des droits. Sauf que maintenant, ce n'est pas trop l'enjeu, hein, quand on entend le terme de féministe universaliste, c'est pour s'opposer plutôt... et pour renvoyer les autres féminismes, intersectionnels ou décoloniales, dans ce qui serait du séparatisme, etc. Et c'est un débat, autant vous le dire tout de suite, parce que je pense qu'il vaut mieux être clair, hein, tout à la fois je suis chercheuse, mais je suis aussi militante, et je suis militante féministe, intersectionnelle et décoloniale. Donc j'ai un point de vue, je considère que dire que mon féminisme ne serait pas universaliste est une captation du mot, et que je pense qu'au contraire, hein, le féminisme intersectionnel est une forme de vrai universalisme. Je vous renvoie au bouquin qui est vachement intéressant, en plus il est très court et super à lire, sur l'universalisme de Julien Suodou et de Mam Fatou Niang, qui explique ça très très bien, même si ce n'est pas directement sur la question du féminisme, mais c'est plutôt sur les dénonciations de l'antiracisme au nom de l'universalisme, et ce que ça pose comme problème intellectuel. Bon, je vais revenir à mon sujet, vous inquiétez pas. Hein. Bref... les femmes, hein, je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que la question de savoir si le patriarcat est universel, ce qui est clair, c'est que toutes les femmes, quelle que soit leur race, leur classe, leur orientation sexuelle, sont victimes du patriarcat. On est d'accord là-dessus. Elles sont victimes de domination masculine, de violences sexistes et sexuelles. Mais, et c'est là le mais, il ne faut pas oublier que les femmes, selon leur classe, selon leur race et selon leur orientation sexuelle, risquent plus ou moins d'être victimes de ce patriarcat et surtout auront plus ou moins la possibilité d'être entendues, écoutées et aidées quand elles sont victimes du patriarcat. Et c'est ça, en fait, qui montre qu'il y a cette différence, ils ne font jamais l'oublier. Et faire croire qu'il n'y a pas ces différences de classe, de race, de genre et d'orientation sexuelle revient, en fait, à les oublier et à ne pas y faire attention, à les masquer et finalement à perpétuer des dominations de classe, de race et de genre parce que l'on ferait croire qu'il y aurait un seul et unique féminisme face à un seul et unique patriarcat. Donc moi, ce dont je vais vous parler plus aujourd'hui, c'est la question de la classe dans cette possibilité. J'aurais pu faire la même chose sur les questions de race ou d'orientation sexuelle, mais je suis plus spécialiste des mouvements sociaux et de ces questions-là, donc je développe plus ça. Et je vais partir du constat en vérifiant l'heure, si ce truc veut bien marcher. Non. Ok, d'accord. Ah oui, mais 30... Non, mais je sais, non, c'est pas poussé. Ok. Donc j'en suis à 12 minutes, là, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon, j'en suis en gros à la moitié. 10 minutes, ok. Le constat, c'est que je trouve que la façon dont on fait l'histoire des féminismes, dont on raconte l'histoire des féministes, alors pas dans les livres, enfin pas à la fac, pas dans les bouquins universitaires, mais plus dans l'espace public ou tel que ça se vulgarise parfois mal, fait que l'on oublie très souvent dans l'histoire des féminismes l'histoire des luttes sociales des travailleuses pour leurs droits, alors que ces luttes des travailleuses pour leurs droits sont, à mon sens, des mouvements sociaux, mais aussi des mouvements féministes. Et donc, je voudrais un peu expliquer pourquoi il faut réintégrer cette histoire des mouvements sociaux et des mouvements sociaux de femmes et de féministes dans l'histoire des féminismes et dans l'histoire des mouvements sociaux. Parce qu'en fait, pas de bol, c'est absent des deux.
En gros, quand on fait l'histoire des révolutions ou des mouvements sociaux, je parle du 19e siècle, mais c'est aussi le cas pour le 20e siècle, pendant très longtemps, ça s'arrange, mais pendant très longtemps, on n'a parlé que des ouvriers en grève ou que des révolutionnaires. Le révolutionnaire, c'est l'homme sur la barricade avec le fusil à la main. On ne pense pas forcément aux femmes et on raconte beaucoup plus les grandes grèves d'hommes qu'on ne raconte les grèves de femmes. Donc, les femmes comme actrices, et les féministes au sein de ces femmes ont été longtemps et restent minimisées quand on fait l'histoire des mouvements sociaux et des révolutions. Mais à l'inverse, quand on raconte l'histoire des femmes et des féministes, on a tendance à oublier de réinsérer toutes ces femmes qui se sont battues en menant aussi des luttes sociales. Je vous donne quelques exemples. On enseigne la Révolution française. Bon, il y a tout un tas de... On raconte beaucoup de choses, les femmes n'y sont pas très, très présentes. Alors une, oui, Olympe de Gouges, mais et les autres? Les citoyennes républicaines et révolutionnaires, Pauline Léon, Claire Lacombe, Théroigne, où sont-elles? Elles sont beaucoup moins connues, elles sont pour partie invisibilisées. Or, c'est justement celles qui se battaient le plus pour les questions sociales. Alors que Olympe de Gouges était plus sur la question des droits politiques en premier et des droits civils. En 1848, alors là c'est encore moins connu, bon, on connaît parfois le nom de George Sand, que l'on associe d'ailleurs assez peu à la Révolution de 48, mais beaucoup plus à son œuvre comme romancière, mais on ne dit mot de toutes celles qu'on appelle les femmes de 1848, Jeanne de Rouen, Eugénie Niboyer, Désirée Gay, enfin, elles sont très nombreuses, celles du journal La Voix des femmes. Or, elles se battaient aussi pour les droits sociaux en général, mais pour les droits des travailleuses. Elles se battaient pour le droit au travail des femmes, parce que quand le droit au travail a été proclamé par Louis Blanc, au début, il n'a pas été reconnu aux femmes. Et c'est sous la pression de Désirée Gay qu'il a été reconnu pour les femmes. Elles se battaient pour l'égalité salariale. C'est très ancien, la lutte pour l'égalité salariale. Dans La Voix des femmes, on a déjà des revendications pour l'égalité salariale. Elles se battaient contre la façon dont les métiers étaient genrés, on en a parlé juste avant. Donc elles avaient des revendications d'ordre social, mais elles sont un peu oubliées de l'histoire de la Révolution de 48. Et par ailleurs, elles sont aussi oubliées de l'histoire des féminismes. C'est quand même, enfin, maintenant moins, mais pendant très longtemps, en gros, on commençait l'histoire du féminisme aux suffragettes, et alors Jeanne de Rouen, Désirée Gay et les autres, out, quoi. Dans la Commune, alors la Commune, on a un peu un contre-exemple parce que Louise Michel, en gros, on connaît, et on la connaît depuis un petit bout de temps. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la grève, j'allais dire, la règle. J'y peux rien, c'est mes envies de partir en combat. Donc Louise Michel, on en parle. Mais Louise Michel, alors là, on va reconnaître sa place dans la Commune, mais ce n'est que finalement assez récemment que l'on a reconnu ses combats féministes. Il y a des textes féministes absolument magnifiques de Louise Michel lorsqu'elle dit qu'elle en a marre d'être le potage de l'humanité et que les femmes sont traitées comme du potage, j'aime bien cette expression. Enfin, elle a des combats féministes et par ailleurs, il y a plein de choses à chercher dans la Commune. Il y a à réhabiliter la dimension féministe de la Commune, qui n'est pas celle forcément des communards hommes à la tête du pouvoir municipal, mais qui est celle de l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, qui est celle des clubs des femmes de Montmartre, qui est celle de toutes celles qui ont créé des associations de productrices qui bossent et qui se sont battues pour le droit au travail, pour le droit à faire garder leurs enfants quand elles travaillaient, parce que ça c'est quelque chose qu'elles ont soulevé très vite et les premières crèches pour les travailleuses sont mises en place pendant la Commune, qui se sont battues pour le travail égal à salaire égal. On dit souvent que c'est la grève de Belgique des années 60 qui fait naître le slogan. Non, non, il est noir sur blanc à la Commune. Il est bien plus ancien. Et voilà, et on les oublie, on n'en parle pas trop. Dmitrieff, Lemel, Paul Minck, André Léo. Alors que André Léo, il y a un texte magnifique, le 15 mai 1871, « Comment vous voudriez faire la révolution sans les femmes ? Mais cela fait un siècle que vous essayez, vous n'y arrivez pas. » Donc, il y a vraiment des très beaux textes. Il me reste... Ouais.
Pareil, je pourrais continuer, hein, le 8 mars. Ah, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Mais qui se rappelle que s'il y a le 8 mars, hein, c'est parce que Clara Zetkin, une socialiste féministe, a demandé au congrès de Copenhague en 1910 qu'il y ait une journée internationale des droits des femmes et que cela vient du mouvement social, du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste. Que si c'est le 8 mars, parce qu'elle n'avait pas fixé la date, c'est parce que c'est le jour où les ouvrières de Saint-Pétersbourg sont descendues dans la rue pour protester contre la famine, pour réclamer la paix, etc. Donc la journée internationale des droits des femmes, c'est une mobilisation de femmes et c'est la naissance de la révolution russe. On oublie aussi parfois que si l'ONU a finalement décidé de reconnaître une journée internationale, alors de la femme, parfois, des femmes dans la bonne formulation, c'est sur la demande à nouveau de femmes de blocs de l'Est, hein, d'une alliance en fait, de femmes des Suds, hein, la représentante de Zambie, hein, Lili Monze et la représentante de la Bulgarie qui insistent là-dessus. Hein, donc, voilà, elles sont invisibilisées dans cette histoire des femmes, alors qu'elles ont un rôle dans l'histoire des luttes et dans l'histoire du féminisme. 2 minutes. Pareil, quand on parle des suffragettes, avec quand on écrit l'histoire des femmes en termes de vagues, c'est de moins en moins présent et c'est de plus en plus discuté, mais souvent les vagues. Vague 1, les suffragettes, avec la grand-mère Olympe de Gouges, le vote. Vague 2, le MLF, le droit à l'avortement. Et vague 3, ça serait la nôtre. Mais les miennes, elles sont où mes révolutionnaires, mes femmes de 48 qui se sont battues pour les droits des femmes? Elles disparaissent dans cette lecture en termes de vagues. Alors que, par ailleurs, cette lecture en termes de vagues, en associant les suffragettes au vote, tend à oublier que ces suffragettes, elles se sont battues aussi pour les droits sociaux. Elles ont mené des batailles pour les droits sociaux des femmes. La Fronde, le journal de Marguerite Durand, Marguerite Durand crée son journal parce qu'elle en a ras-le-bol qu'on ne parle pas des grèves de femmes à Paris, après une grève d'allumettière où personne ne disait rien et ça la met en colère et elle le crée pour ça. Le journal La Fronde a mené pendant des semaines un long combat sur l'égalité salariale. Pareil, il faut redonner leur place aux grèves de femmes et c'est des grèves de femmes qu'elles font pour les droits des travailleurs, mais surtout pour les droits des travailleuses. Les ovalistes, en 1869, on dit tout le temps les canuts, mais la naissance du mouvement ouvrier féminin, c'est les ovalistes, à Lyon aussi, donc celles qui préparaient le fil de soie, en 69. 1905, des porcelainières qui rentrent en grève contre un contremaître harceleur. C'est les violences sexuelles, hein. C'est déjà là, tout est là en fait. Mais on tend à oublier ces combats. Les sardinières voilà, parce que les hommes à la mer et les femmes à la sardine, enfin à la conserve, qui se battent en 1905 et reternent. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas oublier que dans les luttes des femmes, il y a aussi des luttes de travailleuses et des luttes pour les droits sociaux et que ces luttes ont toute leur place dans l'histoire du féminisme et ont toute leur place dans l'histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales. Et que pour que le féminisme soit universel, il faut qu'il leur laisse leur place et qu'il n'oublie pas la partie la moins aisée des femmes et le patriarcat, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, est aussi associé au capitalisme, même s'il existe bien avant, j'en ai bien conscience, hein, et qu'il faut attaquer le capitalisme et le patriarcat ensemble. Et voilà, j'ai terminé.